Premier jour du mois de février, 29 degrés estimés à Cotonou et environ. Mesdames et messieurs, bonjour. Au menu de cette édition, il est dégagé depuis plusieurs années. Cet espace situé dans les encablures du marché d'Antokpa était autrefois exploité par les bus de l'axe routier Cotonou-Porto Novo. Une équipe de la rédaction a fait un tour sur les lieux pour en savoir davantage sur la situation de cet espace isolé. Les précisions dans ce journal. Réception provisoire de la première vague des sous-projets du PAPC. Il s'agit de l'eau financée par la Banque mondiale. Les détails assurés puis décès du préfet du Zou, Firmin. Pourtant, nos confrères de l'antenne régionale Zou-Colline ont recueilli quelques témoignages sur l'illustre disparu à suivre dans ce journal. À nouveau, bonjour. Entre les deux ailes de la voie bitumée traversant le marché d'Antokpa, en quittant le carrefour Legba, existe un espace isolé. Cet endroit a retenu l'attention de l'une de nos équipes qui s'est dépêchée sur les lieux. Qu'est-ce qui explique cette situation dans laquelle se trouve l'endroit? Quels sont les désagréments qu'il cause aux riverains et quelle est sa destination? Les réponses dans ce reportage de Hugues Vingbe et Elvis Tonokwa. D'Antokpa, par un après-midi de février, comme à l'accoutumée, le plus grand marché à ciel ouvert de l'Afrique de l'Ouest affiche une animation impressionnante. Mais une portion du site est quelque peu déconnectée de cette affluence et ses va-et-vient incessants. Sur cet espace, quelques petits commerces et une poignée de citoyens en quête de lieux de repos. Selon ce conducteur de taxi, l'endroit servait de gare routière avant d'être libéré il y a quelques années. Ne disposant plus de portions de terre pour le stationnement de leurs véhicules, les chauffeurs ont dû investir les rues environnantes, ce qui leur crée plusieurs désagréments. Ces difficultés ne sont pas les seules auxquelles sont confrontés les usagers du marché. Au bord du désespoir, ces dames appellent les pouvoirs publics à l'aide. Notre démarche visant à obtenir le son de cloche des autorités locales sur cette situation n'a pas prospéré. Derrière les grandes réalisations du programme d'assainissement pluvial de Cotonou, il y a les sous-projets communautaires mis en œuvre en réponse aux besoins exprimés par les populations bénéficiaires. Dans les différents lots, il y a celui qui a été financé par la Banque mondiale. La première vague de ces sous-projets est provisoirement réceptionnée ce mercredi 26 février par les équipes de la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire du programme d'assainissement pluvial de Cotonou et les différentes missions de contrôle compte rendu. Parallèlement aux impacts déjà visibles de la mise en œuvre du programme d'assainissement pluvial de Cotonou, les sous-projets communautaires engendrés par le programme s'achèvent l'un après l'autre. Les 7 premiers contenus dans le lot 1 financé par la Banque mondiale sont réceptionnés provisoirement par la CIRAT et l'ensemble des équipes impliquées dans leur réalisation. Il s'agit de 4 modules de latrines à 4 cabines construits à l'école maternelle de Vedoko, à l'école primaire publique de Setovi et à l'école primaire publique de Vedoko. Ensuite, la pose de lampadaires solaires et la construction des clôtures du collège d'enseignement général de Wessé Savi à Ouida et du CE2 d'Akpakpa Centre à Cotonou. Des réalisations saluées par des bénéficiaires. Avec l'ouvrage de la clôture, ce qui change,
c'est que, comme je l'ai dit, le domaine est définitivement sécurisé. Parce que le domaine était pris d'assaut par des vandales, par des gens qui s'occupent de façon nébuleuse des terrains. Je ne sais comment exprimer ma joie par rapport à la clôture qu'il nous a octroyée. Et je suis dépassé. Je ne sais comment exprimer ma joie. La joie est perceptible tout comme les impacts des projets communautaires. Leur réalisation a été assurée par l'entreprise Réseau des constructions du Bénin pour un montant de près de 195 millions de francs CFA. Les travaux ont été exécutés conformément aux exigences du marché selon la délibération faite par les différentes parties prenantes. Comme je le dis souvent, le programme d'assainissement pluvial de Cotonou n'est pas juste venu faire des caniveaux, du pavage et s'en aller. Nous sommes venus changer de manière plus globale le cadre de vie des populations. Les travaux réceptionnés ce mercredi 26 février 2025 constituent la première vague de sous-projets communautaires réalisés dans le cadre du programme d'assainissement pluvial de Cotonou. Un tour au CES après leur installation par le président de la République. Les membres de la 7e mandature du Conseil économique et social ont procédé dans la journée de ce mercredi à l'élection de leur président. Conrad Baguidi, acteur du développement local, est choisi par ses pairs pour conduire la destinée de l'institution durant les 5 années à venir. Je vous invite à suivre ses premiers mots après son élection. Je veux rendre un hommage appuyé au président de la République, M. Patrice Talon, chef de l'État, chef de gouvernement. En me désignant comme son unique représentant au sein du Conseil économique et social national, il m'a accordé une confiance que je mesure pleinement. Cette confiance va bien au-delà de ma personne. Elle symbolise l'espoir placé en nous pour réussir cette nouvelle ère du Conseil économique et social, redéfinie par la loi organique de 2024. Chers collègues, nous avons une mission claire, un défi collectif. Le 24 février 2025, lors de l'installation de notre mandature, le chef de l'État nous a adressé un message limpide. J'emprunte quelques-uns de ces mots. De votre efficacité dépendra la longévité d'une institution longtemps galvaudée et maintes fois menacée de suppression. Nous avons un mandat d'action. Point de place à l'attente. Par notre adhésion massive, vous avez exprimé votre choix clair, celui du travail collectif, de la transformation et de l'efficacité. Ce vote n'est pas seulement une confiance à moi accordée, c'est une responsabilité partagée. Car un succès électoral n'a de valeur que s'il est transformé en réussite collective. Mais soyons lucides, ce succès n'est pas celui d'un individu, ce n'est pas celui d'un bureau de 3 personnes, il sera celui d'une équipe tout entière. Nous ne serons pas une institution endormie. Nous devrons être en mouvement, à l'écoute et au cœur de l'action. Un deuxième proverbe africain que je voudrais partager avec vous, cette fois-ci Bambara, qui nous interpelle également. Et ça, vous le connaissez probablement. Mieux vaut danser et tomber que d'attendre et se laisser surprendre. C'est pourquoi, dès maintenant, nous passons à l'action avec 4 mesures immédiates en attendant notre première séance de travail au sein du bureau et en plénière. Premièrement, nous installerons les conseils départementaux car une présence locale existe désormais par notre loi pour traduire concrètement les réformes et partager les voix des territoires. Deuxièmement, nous engagerons un séminaire d'intégration car s'approprier les textes, harmoniser nos méthodes et établir une feuille de route sera une priorité. Troisièmement, nous rédigerons les textes réglementaires internes, définir les procédures précises pour assurer l'efficacité
et la transparence de notre travail. Quatrièmement et enfin, nous travaillerons à renforcer le dialogue interinstitutionnel, car collaborer avec les autres institutions est la garantie que chaque citoyen soit informé et impliqué dans le développement de notre pays. Les membres du réseau africain des maraîchers éco-santé sont en concertation au Bénin depuis ce mercredi. C'est la 13e édition de cette traditionnelle rencontre visant à évaluer le travail abattu par le Creuset au cours de l'année écoulée. Les travaux sont placés sur le thème « La recherche opérationnelle et le développement maraîcher en Afrique ». Le point de la cérémonie d'ouverture avec Nassi Salossé. C'est une rencontre annuelle voulue par l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie, du tabac, du catering et des branches connexes pour contribuer à passer du maraîchage conventionnel à celui éco-santé. Et nous comptons sur chaque maraîcher ici présent pour continuer la bataille. Nous avons affronté vents et marées, transformant chaque défi en levier de croissance, chaque obstacle en pierre d'édifice pour bâtir notre réseau RAMES plus fort et plus résilient. Un RAMES de plus en plus résilient qui initie ses membres à l'usage des alternatives et des produits de substitution aux intrants minéraux et chimiques. 3 jours durant, ils se rendent à l'école de l'approche éco-santé afin de la mettre en application à travers leurs activités quotidiennes. Déjà, nous faisons le maraîchage bio au Mali. Mais c'est pour acquérir de nouvelles connaissances. Voilà, c'est pour notre bien même, mangeons sain et pour un environnement sain. Après cette rencontre-là, que tous les pays aient fait la restitution au niveau de leur pays et faire des sensibilisations auprès des producteurs pour qu'ils quittent de la production conventionnelle à la production éco-santé. Des attentes nourries à l'aube de cette 13e concertation interafricaine dont les travaux sont placés sous le thème « La recherche opérationnelle et le développement maraîcher en Afrique ». Cette démarche de recherche opérationnelle mérite de s'imposer à notre système de production maraîchère parce que la santé est au-dessus de tous les vœux. C'est un immense plaisir, je dirais un immense privilège d'être le garant de la santé et du bien-être des autres. Et c'est ce que vous êtes. Des garants du bien-être des autres façonnés justement par le programme Éco-Santé dont les acquis sont aujourd'hui visibles dans tous les pays membres. Nous avons des sites aujourd'hui qui sont certifiés donc au niveau du Burkina Faso où on peut aller toute sérénité donc, pour ces produits, donc, procurer donc, des produits. Les producteurs ont été également formés sur la technique de production, sur le concept même de l'approche éco-santé. Des acquis qui aujourd'hui apportent stabilité sociale et épanouissement aux membres du RAMES, un réseau qui regroupe 7 pays de la sous-région, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Niger, le Togo, le Mali et le Bénin. Atelier de renforcement des capacités d'une cohorte de femmes aspirantes à la politique sur la gouvernance locale et le processus électoral au Bénin. La formation est organisée dans le cadre du projet Partenariats municipaux pour l'innovation Femmes en politique. C'est une initiative de l'Association nationale des communes du Bénin. Plusieurs thématiques ont été abordées à l'occasion. Nous voyons Imet Hélène Moussou pour les détails. Venus des 4 coins du pays, les participantes à l'atelier ont toutes été retenues à la suite d'un appel à candidature. Ces femmes aspirent à la politique et envisagent surtout de se présenter aux élections communales de 2026. Elles sont ici rassemblées sur initiative de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, dans le cadre d'un atelier de renforcement de capacités sur la gouvernance locale et le processus électoral au Bénin. Le présent atelier, qui marque le début du processus de votre préparation à prendre part aux élections communales de 2026 et être élu, je le souhaite vivement, a pour objectif de renforcer vos connaissances sur la démocratie au Bénin, renforcer vos capacités sur le fonctionnement des partis politiques au Bénin, vous présenter les opportunités clés d'appui technique et financier pour les potentiels candidats au Bénin. Durant les 2 jours que vous avez passés ici, vous avez été outillés pour démarrer votre carrière politique que je souhaite riche et épanouissante.
Organisé dans le cadre du projet Partenariat municipaux pour l'innovation, Femmes en politique locale, PMI, FPL, ces assises participent de l'ambition de l'ANCB de contribuer à une meilleure représentativité des femmes au sein des conseils communaux à l'issue des prochaines communales. Plusieurs thématiques combinées les échanges. Le but est de mieux les aguerrir et de les préparer à l'aventure. Avant, pour moi, quand on parle de la politique, c'est que c'est des faux. Mais je vois que si nous-mêmes, nous ne nous levons pas pour notre cause, ça ne sera pas bon. Et j'ai aimé l'idée qui est d'insérer assez de femmes dans la communauté locale. Donc pour cela, moi-même, je compte militer à partir d'aujourd'hui. Au bout de ces 2 jours de formation, j'ai pu apprendre les techniques de mobilisation. J'ai également appris la démocratie locale, comment être proche de sa communauté, comment être au soutien ou en aide à sa communauté pour pouvoir l'impacter. Comme l'a dit l'un des autorités politiques qui étaient avec nous, s'ils avaient pu bénéficier des formations de ce genre, ils auraient fait autrement. Donc je pense que c'est une aubaine pour nous. Pour ce rendez-vous, les organisateurs ont bénéficié du soutien de la Fédération canadienne des municipalités. La formation a été sanctionnée par une remise d'attestation au cours de laquelle la cohorte de femmes est appelée à faire bon usage des connaissances acquises au cours de l'atelier. On parle santé. L'association Alpha Taka, en collaboration avec le Centre hospitalier universitaire départemental Borgo Alibori, a pensé aux personnes souffrant de la cataracte. Elle a initié une campagne gratuite de dépistage et de prise en charge de centaines de personnes rendues possible grâce au soutien financier de son partenaire du Koweït. La campagne couvre la période du 24 février au 1er mars 2025. Epifan Chabi, Franklin Aoka. Dans cette salle d'attente du CHUD, des dizaines de patients espèrent retrouver la vue. Hommes, femmes très âgées, tous ont un point commun. Ils souffrent de la cataracte, une maladie oculaire qui entraîne une baisse progressive de la vision. Une chance rendue possible grâce à l'association Alpha Taka et son partenaire Al-Hidayah du Koweït. Cette campagne vient en appui aux efforts du gouvernement et surtout de la première dame pour permettre aux personnes atteintes de cette maladie de recouvrer la vue en vue de pouvoir continuer à vaquer à leur occupation quotidienne. Un nouveau regard sur la vie pour ces bénéficiaires grâce à cette opération de solidarité qui pourrait bien faire la différence pour des centaines de personnes. Une initiative saluée par les bénéficiaires et les professionnels de santé. Je suis tellement content qu'on nous a beaucoup aidé, très beaucoup. Que la société, que je le soutiens beaucoup, que ça va mieux pour la société. Je traîne avec mes mains là depuis, je ne sais pas comment faire. Moi je suis un retraité, militaire retraité. Vous savez, on ne peut pas prendre un militaire aveugle. C'est la maladie qui est arrivée. Mais je remercie Dieu qui m'a mis dans les normes. Aujourd'hui, je remercie beaucoup Dieu. Cette chirurgie a été réalisée grâce à l'appui de l'ONG Alpha Taka qui est basée à Yougou et qui chaque fois nous accompagne ici dans le nord, souvent dans les zones qui sont plus reculées. C'est une initiative à saluer puisque vraiment, d'abord quand ils nous ont informés, c'était vraiment brusque, on a informé l'administration et qui a à bras ouverts accepté. Et surtout, on prend cette occasion pour remercier le directeur. Les opérations se poursuivent avec l'ambition d'atteindre les 300 interventions prévues. Un espoir pour de nombreuses personnes qui pourront retrouver une vue claire et une meilleure qualité de vie. Et nous revenons sur cette nouvelle tombée dans l'après-midi de ce mardi. Il s'agit bien du décès du préfet Firmin Aimé Couton. Notre équipe de l'antenne régionale basée à Boycon a fait un tour à la préfecture d'Abomey ainsi que d'autres services déconcentrés, même dans les différentes villes du département, pour recueillir quelques témoignages sur ce dernier. Tout le monde est sous le choc. Beaucoup témoignent de la sociabilité de l'illustre disparu, sa disponibilité et esprit collaboratif. Suivez plutôt.
L'homme, c'est-à-dire Firmin Aimé Couton, a été un collaborateur à moi quand j'étais encore ici comme préfet du Zoé des Collines. De lui, je retiens de très bonnes impressions. Et il était un collaborateur à moi, mais il était également un frère ami. Je n'ai pas souvenance que lui, moi, nous ne nous sommes pas compris une seule fois par rapport à un sujet, tout cela. Donc c'était la convivialité. Il était très serviable. Il était mon CM à l'époque. Professionnellement, monsieur le préfet Couton connaît son job, comme on le dit vulgairement. Préfet, mais nous nous voyons régulièrement ici. Et nous échangions. Vraiment, je reste très triste. C'était quelqu'un de très chaleureux, facile d'accès, n'est pas compliqué. Donc, nous avons toujours travaillé avec lui dans une ambiance amicale, empreinte de chaleur. Voilà, donc c'est vraiment regrettable. On est encore sous le choc, on est tous abattus. C'est la journée la plus lugubre pour nous. Hein. On n'a pas eu vent, il n'était pas malade, il n'était pas... Le préfet, il était très réceptif, très collaboratif. Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de dossier qu'on lui apporte sans trouver de solution. Et c'est le patron qui ne fait pas forcément le patron. Des problèmes comme ça, il en a résolu. On devait rendre disponible des terres au niveau de Zakpota. Il nous a beaucoup aidés. Zakpota, il nous a aidés à libérer les espaces. Le préfet, l'homme part. Je ne peux que souhaiter paix à son âme. La nouvelle est venue surprendre tout le monde, prendre tout le monde de court. C'est d'abord de la tristesse. Tout le monde était affecté. De la personne, je ne l'ai pas assez côtoyé, mais je pense qu'il a été... Il y a eu beaucoup moins de tumulte à Abomey, beaucoup moins de mouvements. Donc on suppose qu'il a su bien gérer, qu'il a su bien maîtriser la situation. Parce qu'autrefois, quand on parle de préfet, c'est opposition, les mouvements, n'est pas en accord avec les politiques, les associations. Mais ces dernières années, il n'y a pas eu ces mouvements-là. Donc on suppose que le monsieur maîtrisait son sujet, il assurait et assumait pleinement l'autorité qu'il était. J'ai eu l'occasion de le rencontrer lors de quelques rares événements. C'était un monsieur qui accordait assez d'intérêt à ses administrés, il était beaucoup présent. Il accordait de la valeur, de l'importance à tout. Moi, je l'ai rencontré beaucoup plus dans le milieu sportif. Tel ce qu'on disait de lui, il s'affichait comme un monsieur assez sociable. Donc je pense que lorsqu'on perd une autorité de ce genre, de cette valeur, il y a de quoi le regretter. Il y a de quoi regretter. Qui sera là, qui fera comme il a su le faire le peu de temps où il est resté, où il y a eu beaucoup moins de mouvements, beaucoup plus de compréhension, d'entente, de coopération, de cohésion à l'interne avec les gens. Bon, on attend de voir. On attend de voir, mais il faut avouer qu'avant tout, sa mort reste une perte pour la localité, pour les administrés et pour le poste surtout. Sur ces témoignages, nous bouclons ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon après-midi en compagnie de nos programmes.